Bonjour et bienvenue à cette info.tvc Express de ce mardi 23 février. On va faire un tour de l'actualité avec Zoé Huitala, notre journaliste. Salut Zoé! Allô, allô! Ça va bien? Oui, et toi? Oui! Passez une belle fin de semaine sous le soleil? Oui! On en a profité? Vraiment, ça fait du bien. Oui, hein? Puis on a d'autres bonnes nouvelles aussi qui s'en viennent. Oh! Ben, commençons tout de suite avec les chiffres de la COVID. Oui, en ce 23 février 2021, l'état de la situation dans le Bas-Saint-Laurent, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, un nouveau cas aujourd'hui, c'est un cas de Rivière-du-Loup, pour un total de 1539. Juste, il y avait une petite coquille à l'émission de la semaine passée, vendredi passé. On a dit qu'il y avait 5 cas. J'ai dit qu'il y avait 5 cas à Rimouski et 2 cas à Rivière-du-Loup. C'est le contraire. Ah, c'est OK. le contraire. OK. C'est plus à Rivière-du-Loup qu'à Rimouski. Oui, OK. en plein ça. 0 décès aujourd'hui, 2 hospitalisations qui sont en cours. 1476 personnes sont maintenant rétablies et 767 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 22 février 2021. Alors, la bonne nouvelle que je veux passer au point de presse. Je trouvais que c'était un point de presse très positif avec monsieur François Legault, notre premier ministre, et Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur Legault a dit que dès la semaine prochaine, la population en général va commencer à être vaccinée. Oui, le premier groupe qui vont recevoir un vaccin, c'est ceux de 85 ans et plus. C'est à partir de l'année de naissance 1936 et avant. Donc, ça fonctionne pas par mois, mais bien par année. OK. Ça commence dans le Grand Montréal, bien sûr, parce que c'est surtout là qu'il y a des cas. Par la suite, ça va venir vers la région. Pour prendre rendez-vous, on peut prendre rendez-vous à partir de ce jeudi partout à travers le Québec. Vous avez en bas de l'écran le numéro de téléphone et le site aussi Internet pour s'inscrire. C'est important. N'oubliez pas non plus d'amener votre carte d'assurance maladie lors de la vaccination. Et quand vous allez vous faire vacciner pour la première fois, ils vont vous dire déjà, ils vont déjà vous donner votre rendez-vous pour la deuxième dose. Ah. Donc, une autre très bonne nouvelle. Ben oui, tout à fait. Oui. Résumé des vaccins, partout dans les CHSLD, c'est fait. La moitié des résidences de personnes âgées, c'est fait aussi. Et 200 000 employés du réseau de la santé sont vaccinés. Juste pour ajouter, M. Legault a dit qu'à partir de maintenant, ça va s'accélérer pour les autres groupes de la société. L'espoir est là. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est pas trop loin. C'est d'ici quelques semaines qu'au moins toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées, au moins. Là. Wow. Puis, mais il faut être prudent dans les prochaines semaines. Ça prend 3 semaines avant que le vaccin fasse complètement son effet. Okay. Et le nombre de nouveaux variants augmente et sont plus contagieux. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir des vaccins qu'il faut baisser la garde. Ben oui, tout à fait. En terminant, M. Legault a ajouté « Gagner, c'est vacciner avec la pandémie ». Oui. Donc, je trouve ça bien de le dire. Côté Bas-Saint-Laurent, on a des chiffres aussi? Oui. Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du CIS du Bas-Saint-Laurent, dit qu'il y a eu 8500 personnes qui ont été vaccinées dans le Bas-Saint-Laurent en ce jour. Puis, au mois de mars, il va y avoir une grande accélération du nombre de vaccins, bien sûr. Ben merci beaucoup, Zoé, pour ces bonnes nouvelles. Oui, ça fait du bien. On s'en va à une courte pause et ensuite, on s'en va à une entrevue que tu as réalisée pour nous aujourd'hui. Le 3 février passé, Michel Germain a décrit son 2000e match de hockey et on en parle avec lui. Sur le réseau de l'Océanique, au fil des ans, on a présenté 3 matchs d'étoiles et j'ai également fait la description de 5 parties lors de la Coupe Memorial de 2009 qui était à Rimouski.
OK. mais où l'Océanique ne jouait pas. Mais mon patron à l'époque, Mario Arsenault, voulait que toutes les rencontres du tournoi soient à la radio. Donc, on a eu un match Drummondville-Kelowna, Kelowna-Windsor, Drummondville-Windsor, sur le réseau de l'Océanique, mais évidemment, l'Océanique ne jouait pas. Alors, c'était vraiment ma 2000e description. OK. C'est bon. Tu as commencé en 1995, c'est bien cela? Le 8 septembre. Le 8 septembre, tu as fait 26 saisons de l'Océanique ou... Oui, c'est ça. C'est la 26e saison cette année qui est en... OK. Donc, j'imagine qu'au début, comment c'était? Est-ce que ça a changé au fil des années? Est-ce que tu étais beaucoup plus... est-ce que tu as modulé, changé des choses? J'imagine que tu as pris beaucoup d'expérience. Au début, est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que tu étais stressé quand tu faisais cela? Non, pas du tout, parce que j'avais quand même une petite expérience auparavant, à l'époque où j'étais à la station CHLC à Bécomo, où on avait pendant 2 ans présenté les matchs des championnats provinciaux Junior B. Parce qu'à l'époque, c'était la même chose dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait les 8 ligues Junior B au Québec, et chaque champion de chaque ligue se réunissait dans un tournoi pour déterminer le champion provincial de la catégorie Junior B. Alors, pendant 2 ou 3 saisons, on a présenté 3 ans, je pense, d'affilée, le championnat Junior B, alors que les équipes de la Côte-Nord étaient impliquées. J'avais eu l'occasion aussi à la télévision de vivre une grande expérience en 86, si je ne m'abuse, alors que l'équipe nationale de l'Union soviétique, à l'époque, le mur de Berlin n'était pas tombé encore. Alors, l'équipe nationale de l'Union soviétique avait croisé le fer avec l'équipe nationale du Canada au Colisée de Rimouski. Et évidemment que les billets s'étaient vendus dans l'espace d'1 semaine. Alors, mon patron de l'époque, le regretté Claude Auger, qui avait demandé aux organisateurs si, comme tous les billets avaient trouvé preneur rapidement, s'il y avait un inconvénient, si on présente le match à la télé, pour les gens de la région de l'Est du Québec et de la Côte-Nord, ils avaient accepté. Alors, j'avais eu l'occasion de décrire cette partie-là. Donc, j'avais un petit bagage. Quand j'ai présenté mon CV, j'avais quand même une certaine expérience dans la description comme telle. Tu me demandes s'il y a des choses qui ont changé. C'est sûr. D'abord, mon style. C'est certain que à 35 ans, quand tu commences, puis tout ça, tu adoptes certaines façons de faire qui, au fil du temps, évoluent. Mm-hmm. Des choses à laquelles tu attachais une importance capitale les premières années, tu relativises à un moment donné, puis ça devient moins important. C'est un peu comme se frapper sur un mur puis se dire je vais passer à travers un jour, puis ça fait que tu te rends compte à un moment donné que tu ne passeras pas à travers, que le mur va toujours te résister. Alors tu changes, tu modifies ton style. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as essayé d'être trop parfait, quoi? D'être trop... Non, mais par contre, j'avais la critique très facile sur les officiels, sur les arbitres. OK, je pensais envers toi-même. Non. Envers les officiels que je critiquais vertement, puis tout ça. Puis envers certains joueurs dont le style ne me plaisait pas, à moi personnellement, qui évoluaient dans d'autres équipes que l'Océanique. Ça fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que finalement, ça ne sert à rien de critiquer les arbitres. D'abord, ce sont des êtres humains comme nous autres. Mm-hmm. Alors, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent avoir des mauvaises soirées dans le système. Des joueurs peuvent avoir des mauvaises soirées, des coachs peuvent avoir des mauvaises soirées, des foules peuvent avoir des mauvaises soirées. Alors, moi aussi, je pouvais en avoir des mauvaises. Fait que tu t'es comme attendri, c'est ça que tu veux dire? Non, mais j'ai pris conscience de l'inutilité de critiquer. Quand même que je me serais jeté en bas de la galerie de presse suite à une décision d'un arbitre, la décision serait restée pareille. Okay. Fait qu'à un moment donné, tu abandonnes, tu lâches prise. Tu dis, bon, il n'y a rien à faire. Puis quand tu réalises aussi que c'est pas volontaire par les officiels, ils ne font pas... ça, c'est peut-être arrivé une fois ou deux dans 26 ans là, que j'ai eu l'impression qu'un arbitre s'acharnait vraiment sur nous. Mm-hmm. Mais j'ai des collègues ailleurs qui ont vécu exactement la même chose. Donc, quand je parle de mauvaise soirée, là, c'est peut-être ça qui est arrivé.
Puis ce soir-là, ben, c'est nous autres qui avons écopé. Et d'autres ont écopé aussi. Ça fait qu'à un moment donné, c'est important de lâcher prise. Pour l'auditeur aussi, c'est pas très agréable d'entendre chialer continuellement. Alors, mais ça, c'est pas un événement précis. Tout ça, c'est à la longue. Justement, à force de prendre de l'expérience, que j'ai assimilé tout ça. Puis j'ai beaucoup modifié mon style depuis plusieurs années. Là, je pense que la direction de la Ligue, puis les officiels qui se faisaient un devoir de me faire écouter par leurs conjointes ou leurs amis, quand ils officiaient un match de l'Océanique pour savoir si j'allais les critiquer, ben, se sont rendus compte, eux aussi, au fil des ans, que tout ça est terminé derrière moi. Ça fait que je pense que ça fait une qualité de reportage qui est un peu beaucoup supérieure. OK. Donc, au fil des temps, c'est ça, je me demandais, tu t'es comme trouvé un peu ton identité, ton style à travers ça. Mm-hmm. Puis, oui, tout à fait. OK. Là, tantôt, j'ai dit commentateur. C'est quoi la différence? Mais tu me dis non, c'est descripteur. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, un commentateur, en fait, justement, va prendre position à tête reposée. Tu sais, un commentateur, c'est quelqu'un qui, dans une émission de radio ou de télévision, va émettre son opinion après le match. Plus éditoriale. Mm-hmm. Tandis qu'un descripteur, ben, il doit décrire ce qu'il voit. OK. Alors, en direct. C'est ça, en direct en plus. Quoique le commentaire peut également être fait en direct, mais je me dois de me limiter, moi, et de ne pas interpréter. Un commentateur va interpréter les événements ou, si on parle d'un commentateur sportif, va analyser, va interpréter ce qui s'est passé dans le match en disant le coach a manqué, s'est fait prendre là, sur un changement de ligne ou quelque chose. Donc, c'est ça le travail d'un commentateur, c'est de pousser l'analyse. Un descripteur doit être les yeux des gens qui l'écoutent, et particulièrement à la radio. À la télévision, c'est un travail qui est différent de descripteur parce que tu as le soutien de l'image. Alors, je dis souvent, quand tu décris un match à la télévision, tu n'as pas besoin de dire tel joueur remet la rondelle à sa gauche à tel joueur parce que les gens le voient à l'écran. Mm-hmm. Ça devient un petit peu du détail superflu. Mais à la radio, au contraire, il faut que tu mettes des détails parce que les gens ne le voient pas. Ils doivent avoir l'image dans leur tête. Donc, tu dois imager. Et de tous les compliments qu'on m'a fait dans ma carrière, ça a été le plus beau. La première fois que quelqu'un m'a dit ça, c'est mon père, mais là, je trouvais qu'il était partisan un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça par après, puis c'est vraiment, ça, c'est très, très satisfaisant. Vraiment. C'est, Michel, quand tu décris le match, on le voit. Ouais. Ça, là, je pouvais dire que mon but était atteint. À la radio, c'est ça le rôle. C'est ça ton rôle primordial. Exactement. Donc, oui, effectivement, c'est le plus beau compliment que tu ne pouvais pas avoir. Oui, tout à fait. Donc, tu t'en tiens aux faits, finalement, en tant que descripteur. Un peu comme un journaliste. Tu t'en tiens aux faits. Tu peux pas commencer à commenter comment... C'est ça. OK, je comprends. Alors, moi, pour te donner un exemple très concret, moi, il y a une pénalité. Contre, par exemple, l'Océanique, pour avoir fait trébucher. Alors, moi, je dis, bon, il y a pénalité. L'officiel appelle un 2 minutes contre tel joueur de l'Océanique pour avoir fait trébucher. Le commentateur, lui, pourrait dire, il n'y avait pas de pénalité là-dessus. Le joueur de l'équipe adverse a plongé. Donc, il fait son travail de commentateur. Mm-hmm. Ce que j'ai été pendant plusieurs années, c'est que j'étais un commentateur descripteur. En plus de dire il y a une pénalité, je décrétais qu'elle était méritée ou qu'elle n'était pas méritée. Mais c'est ce bout-là que je ne fais plus. Oui, mais est-ce que c'est parce que ton patron ne voulait pas que tu fasses ça? Ou ça faisait partie de ton rôle et toi, tu as décidé de ne plus faire ça? Ben, c'est plutôt moi qui ai décidé de le faire, même si mes patrons, c'est sûr que je me suis fait claquer sur les doigts à quelques reprises par mes patrons, là, pour quelques envolées oratoires qui étaient pas piqués des verres. Par contre, il faut relativiser tout ça. Moi, je l'ai toujours dit, je suis rendu à 2000 matchs. Puis vraiment, là, dans la première portion de ma carrière, là, où je commentais plus que je décrivais, j'ai peut-être eu, puis là, je grossis le chiffre, à mon avis, c'est pas ça, mais je grossis le chiffre pour pouvoir prendre la mesure de ça. J'ai peut-être eu 10 montées de lait là, célèbres.
Disons une dizaine de montées de lait où les gens m'en parlent et tout ça. Mais il y a encore des gens qui me disent aujourd'hui, et encore aujourd'hui, là, en ce mois de février 2021, je chiale toujours après les arbitres, alors que ça fait des années maintenant, ça fait plusieurs saisons que je n'ai émis aucune critique contre un officiel, mais il y a des gens qui sont restés sur cette dizaine de montées de lait-là, et encore aujourd'hui, ils m'écoutent. Et pourtant, mais c'est quelque chose qui est ancré dans Mais c'est comme t'es rendu comme une personnalité publique, finalement. C'est beaucoup ça qui se passe avec les personnalités publiques. Oui, on est très surveillés. On est très... Oui. Puis tu fais une fois un commentaire, on dirait que tu l'as toujours fait, là. Oui, c'est ça. Mais même à ça, 10 montées de lait sur 2000 matchs, non. Ça fait une montée de lait à toutes les 200 parties. Quelqu'un me dit que je chiale tout le temps après les arbitres, puis qu'en moyenne, je me suis choqué une fois sur 200 matchs. Et 200 matchs, là, c'est 3 saisons. Oui, mais on retient souvent ce qu'on veut retenir, là, je pense. Ben oui, c'est tout à fait normal, je comprends ça, mais je dois admettre aussi, en toute honnêteté, que ces commentaires-là que je critique toujours, moi, c'est le toujours qui me fatiguait. Ouais. Parce que, tu sais, mais je l'entends de moins en moins. Oui, c'est comme te condamner sur quelque chose, là, toujours. Mais c'était avant. J'ai une petite question par rapport à... Est-ce que, j'ai entendu dire, j'ai lu dans différents articles qu'il y avait une période de ta vie, là, quand tu décrivais le match, que les gens étaient en direct. Il était dans le public, dans les estrades, puis écoutait ce que tu disais en même temps à la radio. Au Colisée financier Sun Life, les premières années, alors c'était Éric Forêt qui était mon patron. Oui. Éric, lui, quand les gens arrivaient au Colisée, était à la porte, souhaitait la bienvenue pratiquement à tout le monde. Évidemment, tout le monde le connaissait et vice-versa. Puis c'était important pour lui, pour l'image de l'équipe, de souhaiter un bon match aux gens. Puis il me disait, lui, qu'une personne sur 2 arrivait avec son baladeur pour pouvoir écouter ma description en même temps qu'il regardait le match. Même la station de radio qui m'employait à ce moment-là, qui était CFLP 1000 AM, là, les premières années, mettait sur pied chaque année une promotion où on distribuait aux 500 premiers spectateurs, ou peu importe le nombre, là, mais on distribuait des baladeurs. Ah, OK. Pour que les gens entrent dans le Colisée, il y a un baladeur pour écouter. Ah, OK. Pourquoi c'est un phénomène qui était assez unique, c'est que si vous allez au Centre Bell, à l'époque, au Forum de Montréal, il y avait 18 000 personnes. Dans les gradins, il n'y avait pas 9 000 personnes qui écoutaient le match à la radio en même temps. Personne n'amenait une radio pour écouter le match en même temps. Alors qu'à Rimouski, 2500, 2700 spectateurs avaient leur baladeur pour écouter le match en même temps. Ça fait que c'était très flatteur, mais c'était une pression supplémentaire aussi. Parce qu'il fallait pas évidemment que je raconte de mensonges. Il y avait beaucoup de témoins. Alors, si, par exemple, un joueur d'Océanique prenait un lancer, puis que la rondelle passait à 2-3 pouces du poteau, fallait pas que je veuille démontrer que l'Océanique n'avait pas joué de chance en disant il a touché le poteau. Fallait que je dise la vérité. Il a raté de peu le filet, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas chanceux, on a touché le poteau. Il fallait que tu sois là. Parce que là, il y a plein de monde qui se serait retourné dans les gradins en voulant dire voyons, t'as mal vu, là. Oui, alors, c'est clair. Mais ça m'aidait beaucoup à garder le focus sur la description, puis je disais vraiment ce que je voyais. Est-ce que tu aimais ça? Oui, j'aimais ça. C'était un beau compliment. Justement, comme je te disais tantôt, au forum, personne n'amenait son baladeur pour écouter le match à la radio en même temps qu'il le regardait. Alors, c'est sûr que c'était comme un compliment. Oui, un beau compliment. Puis pourquoi, avec le temps, ça a arrêté? C'est parce que la radio aussi en faisait la promotion? Probablement, mais à un moment donné, c'est ça. Les gens, je dis ça a arrêté. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui amènent leur radio portative. Maintenant, c'est peut-être leur téléphone. Fait qu'on les voit pas rentrer avec nécessairement leurs écouteurs puis
la radio dans les mains, le baladeur dans les mains. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se branchent sur le téléphone, pas cette année, évidemment, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, mais les autres années, possiblement que les gens se branchaient sur le téléphone, sauf que c'était moins visible, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté d'en parler, tout simplement. Mais pourquoi que je demande ça, c'est que ça m'amène à demander, tu sais, avec le temps, on parle beaucoup que les médias traditionnels prennent moins de place dans la vie des gens. Est-ce que le hockey aussi, est-ce que tu sens qu'avec les années, le hockey aussi peut-être prend moins de place dans la vie des gens, il y a moins de gens qui l'écoutent, etc.? Bon, on a eu une diminution, c'est sûr, de spectateurs jusqu'à l'an passé, là. Les premières années de l'Océanique, quand je dis les premières années, là, c'est les 10, 12, 15 premières années, là, on était à 4000 spectateurs et plus. Puis depuis quelques années, on se tient entre 3500 et 3900. Donc, c'est certain que de façon réelle, là, les chiffres de l'assistance en moyenne ont baissé durant les matchs. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que quand on pourra accueillir de nouveau des spectateurs, ça va avoir le même effet que dans la Ligue nationale de hockey. C'est que quand le hockey a recommencé, malgré la COVID, la Ligue nationale à la télévision, les gens étaient en manque, les gens en voulaient beaucoup. Les gens regardent énormément le Canadien, puis toutes les équipes, en fait, là, parce qu'on a été un grand bout qu'on n'a pas eu de hockey. Alors, c'est sûr qu'on espère, puis pas juste à Rimouski, dans toutes les villes de la Ligue junior majeure du Québec, on espère que quand les spectateurs vont avoir le droit de revenir dans les gradins, que cet ennui-là qui a provoqué la COVID, cet ennui de voir les jeunes en action sur place, va provoquer des bonnes assistances pour une bonne période un peu partout à travers le circuit. Avec la pandémie, est-ce que tu penses que les gens t'écoutent plus? Est-ce que tu le sais? Vu qu'il y a moins de gens... On n'a jamais eu de rapport... Parce que la façon de compter les codes d'écoute à la radio, de mémoire, là, je dis ça, c'est que il y a deux portions, lundi au vendredi et samedi dimanche. Et on prend les chiffres comme par exemple pour la semaine sur 5 jours. Alors si l'Océanique jouait un mardi et un vendredi soir, on ne pouvait pas savoir exactement combien il y avait de personnes qui écoutaient parce que quand la statistique sortait, elle était comme un peu noyée avec les 3 autres jours où il n'y avait pas de hockey. Oui, je comprends. On ne faisait pas la distinction de tel soir, il y a du hockey, il y a tant de gens qui écoutent. Ça fait que ça donnait un chiffre qui était très aléatoire, très imprécis. Très dilué. Ça fait que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, je fais la blague souvent, tu sais, si je disais un gros mot, je ne sais pas combien il y aurait de gens qui écriraient ou qui se plaindraient. Il faudrait le tester. Non. Je ne peux pas le tester. Non, mais voyons. Donc, mais juste en terminant, le 2000e, est-ce qu'il était spécial? Il était très spécial oui? Parce que, justement, l'Océanique n'était pas impliqué. C'est ça qui a rendu ça assez paradoxal. Pour ça, c'était très spécial. Ce qui a rendu ça très spécial aussi, c'est qu'il n'était pas à la radio. C'était seulement sur Internet parce que c'est une rencontre qui opposait les Cataractes de Shawinigan aux Dracars de Bécomo dans la zone protégée du Colisée financier à Sun Life. Et ce qui le rendait spécial, c'est que justement, le Dracar de Bécomo était impliqué et c'est l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, avec une petite parenthèse d'une dizaine d'années à Sept-Îles. Mais c'est à Bécomo que j'ai grandi et surtout c'est à Bécomo que j'ai amorcé ma carrière à la radio en 1977. Alors là, de me retrouver 43 ans ou 44 ans presque plus tard et de décrire un 2000e match où la très grande majorité de ces parties-là impliquaient l'Océanique. Mais oui. Et là, l'Océanique, j'arrive à 2000 et l'Océanique n'est pas là, mais le Drakkar de Bécomo est là, ça faisait comme boucler la boucle, si on veut. Vraiment? Alors, ça a été un match très, très spécial, très émotif aussi à cause de tout ce qui a été fait par l'équipe de CFX FM 93.3, Olivier Thériault, et également de l'Océanique, Nicolas Thibault, qui ont travaillé très, très, très fort pour que j'ai le maximum de témoignages
positif avant le début de la rencontre. Alors, puis mon grand ami, mon meilleur ami, Yannick Dumais, qui a bien pris le soin d'arriver après que l'hommage à la radio soit terminé, parce qu'il voulait que je sois seul et concentré là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui ont mis l'épaule à la roue. Des gens qui ont témoigné aussi. Alors, des personnalités politiques, des personnalités du monde du hockey, les anciens joueurs. Non, j'ai été vraiment très, très ému par... puis ça va être inoubliable, ça l'aurait été. Ça va être inoubliable aussi parce que c'était dans le cadre de la COVID. Alors, j'étais assis à mon poste d'observation où je suis depuis 26 ans. Et il n'y avait pas un spectateur dans les grandes lignes. Alors, ça donnait un spectacle lunaire, je dirais. C'était un peu comme... Je me sentais un peu, j'imagine, comme Neil Armstrong quand il est descendu sur la Lune. Il savait que le monde entier surveillait ça, mais il est débarqué sur la Lune et il était tout seul. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Ça fait un drôle de feeling. Ouais, mais c'est une belle image aussi. C'est paisible. Est-ce que tu penses faire ça encore longtemps? Je parlais tantôt que je me suis fait taper sur les doigts. Je ne me suis pas fait taper sur les doigts pour ça, ma retraite, parce qu'ils ont changé d'idée, mais j'ai dit à mes patrons, en 2015, j'ai signé un contrat de 5 ans. J'avais dit à mes patrons, en le signant, donc dès 2015, j'avais dit c'est mon dernier contrat. Alors, je vais aller au bout, puis en 2020, je vais prendre ma retraite et tout ça. Puis il y a eu des changements très importants, drastiques dans ma vie personnelle qui ont fait qu'en 2020, je n'étais plus obligé de prendre ma retraite. Alors, j'ai demandé à mes patrons, avez-vous trouvé quelqu'un pour me remplacer? Ils m'ont dit non. J'ai dit, voulez-vous que je reste? Ils m'ont dit oui. Alors, j'ai signé une nouvelle entente de 3 ans, sauf que j'ai signé une nouvelle entente de 3 ans et je ne dis plus le mot en R. Oui. Quand mon contrat va finir en 2023, je vais prendre une décision à ce moment-là. C'est ça. Alors, le mot en R, je ne l'utilise pas. Oui. Je veux plus le dire. Oui. Puis, c'est ça, on va décider à ce moment-là qu'est-ce qui va arriver. C'est certain qu'il va y avoir des petits changements dans ma vie là, au fil d'ici la fin de la saison 2022-2023. Mais ça va être rien de majeur. Puis, oui, mais on a appris ça aussi avec la pandémie. Hein? C'est dur de prévoir à l'avance. On est peut-être mieux d'attendre. C'est mieux comme ça. J'aurais dû le savoir depuis longtemps que demain ou la semaine prochaine, c'est tellement loin. Il peut se passer tellement de choses que j'aurais dû prévoir ça. Mais c'est une autre expérience de plus. On gagne en maturité même à 55, 60, 65 ans. C'est toujours ça, hein, revenir dans le moment présent. Puis on est bien content de t'avoir encore pour quelques années à décrire les matchs comme ça. Merci beaucoup, Michel Germain. Super gentil, merci beaucoup. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Eh bien, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été nos yeux et nos oreilles, encore une fois, pour nous rapporter les nouvelles. À vendredi. Oui, à vendredi. Et à vendredi, à vous aussi à la maison. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi.